Bonsoir à tous, Marée. Il est 19 h, donc on va commencer par le quart d'heure citoyen. Donc je vais lire la question. On a une seule question ce soir. Donc j'attire votre attention sur la vue peu agréable lorsque nous passons sur le chemin entre la rue de Norvoret et la rue Alexandre-Antoine, vue sur les réservoirs. Ne serait-il pas possible de prévoir une plantation d'arbres type rideau, tels que peupliers d'Italie ou cupressus le long de la clôture en bas du champ afin de masquer ce point de vue? Il donne le nom de la parcelle. La haie que vous avez prévu de planter le long du chemin mitoyen de la parcelle pourra ainsi être complétée par ces arbres et masquer les réservoirs. Je suis certain que les riverains apprécieront ce nouvel horizon. Je laisse Isabelle Aumonier lui répondre. Alors, nous remercions ce citoyen pour ses nombreuses questions et suggestions sur le secteur du Nord-Voret. Une double haie de 45 mètres a été plantée le 14 janvier dernier sur le terrain communal en bordure de la rue Alexandre-Antoine, avec des arbres qui devraient atteindre une bonne hauteur à maturité. On a des chênes verts, églantiers, érables, pruneliers, noisetiers. Cette haie sera prolongée de 45 mètres l'année prochaine. On peut imaginer que dans quelques années, les cuves ne seront plus visibles des promeneurs et riverains lorsqu'ils chemineront sur ce passage. Par ailleurs, nous avons prévu de relancer le programme Des racines pour la vie sur ce même terrain, programme qui prévoit la plantation d'un arbre à chaque naissance sur la commune. Cette opération participera également à l'occultation progressive des cuves. Une plantation d'arbres en contrebas de ce terrain ne masquerait pas plus les cuves. Donc oui, on remercie ce citoyen qui pose une question à peu près à chaque conseil municipal, donc sur la route de Norvoret. Donc il est très concerné par cette route, semblerait-il. Il y a des absents. Donc il y a Laurence Mabot qui donne pouvoir à Floriane Bignon, Cécile Fougerousse qui donne pouvoir à Philippe Gesselan, Sophie Evin donne pouvoir à Stéphane Herrien et Christelle Gallet donne pouvoir à Xavier Heruel. Secrétaire de séance, Frédéric Dacheux. Donc nous allons commencer par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 6 janvier 2025. Conseil municipal exceptionnel qui a eu lieu à 18h30 et qui a duré 11 minutes parce qu'en fait les conseils exceptionnels, on en a quelques-uns parce qu'on m'a refusé la signature de délégation. Enfin, on a décidé que je ne signe pas les marchés d'appel d'offres, ce qui fait que dès qu'on a un marché à signer, on est obligé de réunir le conseil municipal. En l'occurrence, parfois c'est urgent. Là, ça l'était puisqu'il fallait démarrer les travaux de l'école. Donc nous avons dû faire un conseil municipal exceptionnel. C'est le deuxième depuis le début du mandat. Normalement, les marchés sont signés. Il ne devrait plus y en avoir. Sur l'approbation du procès verbal, est-ce que vous avez des questions, des observations? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc, compte rendu du maire des décisions prises au titre de l'article, le fameux article L2122-22 du CGCT. Donc, décision numéro 2024-10, signature d'un contrat d'assurance pour la flotte automobile avec l'agence Groupama de Guérande, 8 rue Alphonse Daudet, à compter du 1er janvier 2025 pour une durée d'1 an et pour une cotisation annuelle de 11 992,90 € TTC. Décision numéro 2024-11, signature d'un avenant au contrat d'assurance pour couvrir les risques du... Oui. Ah. C'est vrai, là, c'est ce que je rapproche. C'est mieux là? Encore pas? Alors ça va être difficile de faire mieux, hein. Je suis collé au micro. Ah, on a monté le son. C'est mieux ou pas? Ok, je continue alors. Donc, décision 2024-12, signature d'une convention de mise à disposition de locaux. Ah non, d'abord signature d'un avenant au contrat d'assurance pour couvrir les risques du bateau à moteur immatriculé 93 53 30 pour une cotisation annuelle de 470,59 € à compter du 1er janvier 2025. Décision numéro 2024-12, signature d'une convention de mise à disposition du local 22 rue de Grain à titre gratuit à la Croix-Rouge pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois.
Et enfin, la dernière décision, décision numéro 2024-13, signature d'une convention de mise à disposition d'une salle au pôle enfance-jeunesse à l'association Aide aux devoirs à Piriac-sur-Mer à titre gratuit pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Des observations? On va donc passer à l'ordre du jour. En sujet numéro 1, affaires générales, rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes. Et ça, c'est le sujet de prédilection d'Isabelle Lemonnier. Alors, je vais vous épargner les 4 pages de rapport que nous avons rédigé à l'attention de la Chambre régionale des comptes pour vous proposer un résumé, mais bien sûr, le texte complet figurera dans le compte-rendu du conseil municipal. Donc là, c'est qu'un résumé. Rappelons le contexte de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. En 2023, la Chambre régionale des comptes a enquêté sur la gestion du risque d'érosion côtière dans les communes de Piriac-sur-Mer, le Pouliguen et la communauté d'agglomération Cap-Atlantique-La Baule-Guérande. Un rapport a été présenté au conseil municipal le 20 février 2024, suivi d'un deuxième rapport régional, cette fois-ci le 14 mai 2024. La commune de Piriac-sur-Mer doit rendre compte des actions entreprises dans un délai de 1 an. On rappelle les enjeux. Le rapport souligne que le territoire est fortement urbanisé et que l'érosion côtière représente un enjeu sous-estimé. La commune de Piriac est bien consciente des enjeux que représente la gestion de son littoral, soumis à différentes pressions climatiques, démographiques, touristiques. Elle est convaincue qu'il est nécessaire d'aller vers une meilleure maîtrise de gestion du trait de côte. Alors, pour reprendre les actions mises en place suite aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, dans la recommandation numéro 4, la Chambre régionale demandait un respect des règles d'inconstructibilité imposées par la réglementation du PPRL dans la bande d'érosion côtière. Nous répondons que toutes les demandes d'urbanisme sont instruites par les services de Cap-Atlantique conformément aux réglementations en vigueur. La commune a pour principe de suivre les instructions des services de l'agglomération. Aucune autorisation de construction n'a été délivrée dans les zones protégées par le PPRL en 2024. La recommandation numéro 5 du rapport était l'intégration du recul du trait de côte dans les documents d'urbanisme. Les élus de Piriac-sur-Mer sont convaincus qu'il est nécessaire d'intégrer le recul du trait de côte dans la stratégie d'aménagement et d'urbanisme de la commune. La commune a relancé la révision de son PLU et des réunions publiques sont en cours pour informer la population sur les différentes contraintes, notamment celle de l'érosion côtière. Des cartes de recul du trait de côte à horizon 2050 et 2120 sont en cours d'élaboration avec le CEREMA et Cap-Atlantique dans le cadre de la stratégie locale de gestion du trait de côte. En ce qui concerne la recommandation numéro 6, qui est une demande de participation à un plan local d'urbanisme intercommunal, la commune de Piriac participe activement aux travaux de l'intercommunalité, que ce soit la révision du SCOT, la stratégie locale de gestion du trait de côte ou les réflexions sur un futur PLUI. Et enfin, la dernière recommandation de la Chambre régionale des comptes était la sensibilisation du public au risque d'érosion côtière via le site internet de la collectivité. Alors, bien entendu, la commune prévoit de communiquer sur ces risques dès que les documents élaborés dans le cadre de la stratégie locale de gestion du trait de côte seront finalisés. J'ajoute quand même pour pas... Ouais. Il y a une commission avec Patrick Dalem avait une question à poser, donc sur le sursis à... Oui, en fait, on a fait une commission urbanisme, environnement dédiée à ce rapport de la Chambre régionale des comptes et des actions que nous avions mises en place depuis ce rapport. Patrick Dalem souhaite qu'on rappelle ce soir qu'il avait évoqué la possibilité de surseoir à statuer à partir du moment où la révision du PLU est prescrite, notamment pour les permis dans des zones où de toute évidence il ne sera plus possible de construire avec les nouveaux documents d'urbanisme. À ça, il lui avait été répondu que le sursis à statuer peut être utilisé dès lors que le PADD a été débattu en conseil municipal, ce qui n'est pas encore le cas, donc
c'est un peu trop tôt pour en parler, en fait. Voilà. Des questions, des remarques? On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 2, attribution de compensation provisoire 2025 pour Cap Atlantique. Philippe Gesselan. Le troisième alinéa du premier degré du 5 de l'article 1609 non-C dispose que le Conseil de l'EPCI communique aux communes membres avant le 15 février de chaque année le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements. Cette date limite de transmission des données prévisionnelles impose une communication officielle des données provisoires des attributions de compensation avant le 15 février à l'ensemble des communes membres de l'EPCI. Toutefois, dès lors que la notification attendue porte essentiellement sur des montants prévisionnels, la méthodologie de détermination des AC est simplifiée. L'EPCI peut ainsi faire l'abstraction de l'évaluation des charges transférées. Une fois les montants des attributions de compensation définitives adoptés sur la base du rapport de la CLECT, les montants des AC versés provisoirement devront faire l'objet d'une régularisation avant la fin de l'année et en tout état de cause avant le 31 décembre en fonction des compétences nouvelles prises par la communauté d'agglomération. Par délibération en date du 19 décembre 2024, le Conseil communautaire a fixé le montant de l'attribution de compensation provisoire 2025 de l'ensemble des communes de l'EPCI réparties dans le tableau annexé. Pour Piriac-sur-Mer, ces attributions de compensation provisoire 2025 sont négatives et s'établissent de la manière suivante. 342 974 € en dépenses de fonctionnement et 175 263 € en dépenses d'investissement, soit un total de 518 237 €. Pour mémoire, en 2024, ces attributions de compensation s'élevaient à 313 808 € en dépenses de fonctionnement et 158 932 € en dépenses d'investissement, soit un total de 472 740 €. Il est demandé au Conseil municipal, après en avoir délibéré, d'acter les montants des attributions de compensation provisoire de l'année 2025 présentées en séance du Conseil municipal, dire que les crédits seront inscrits au budget 2025, autoriser Madame la maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l'application de cette décision et notamment les bordereaux comptables permettant de mandater les attributions de compensation provisoire revenant à Cap Atlantique par 12e dans l'attente de la détermination des attributions de compensation définitives. À noter qu'il y a une augmentation d'environ 8%. Et si on déduit une nouvelle compétence qui a été transférée, c'est la mission locale qui a été transférée cette année à la communauté d'agglomération. Donc il y a une augmentation de 8% parce que, vous vous souvenez, enfin pour les anciens, il avait été prévu de lisser sur l'ensemble du mandat le pacte fiscal et financier. Donc les attributions de compensation augmentent jusqu'en 2026. Voilà. Vous avez des questions? Des observations? On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 3, toujours les finances, toujours Philippe Gesselan, pour la demande de fonds de concours général pour l'année 2025. Cap Atlantique, la Baule-Guérande Agglo s'engage au nom de la solidarité territoriale, à accompagner ses communes membres dans leurs projets d'investissement grâce au mécanisme financier des fonds de concours. En 2022, ce mécanisme a fait l'objet d'ajustements importants afin d'en améliorer le fonctionnement et l'efficacité, qui se traduisent notamment par l'adoption d'un nouveau règlement intérieur pour la période 2023-2026. La répartition entre les 15 communes, validée dans le cadre du pacte fiscal et financier, ouvre droit à la commune de Piriac-sur-Mer à une enveloppe annuelle de 87 708 €. Pour rappel, la participation financière de Cap Atlantique, la Baule-Guérande Agglo est soumise à conditions, notamment, elle doit servir à la réalisation d'un équipement. Seules les dépenses d'investissement sont éligibles au dispositif. Cette participation ne peut excéder
la part de financement assurée par la commune bénéficiaire, hors subvention, dans la limite de 50% du montant de la dépense subventionnable. La commune bénéficiaire conserve à sa charge une participation minimale de 30% du montant de la dépense subventionnable. Le projet présenté, donc la commune propose de solliciter ces fonds de concours pour la réalisation du projet suivant: réhabilitation du groupe scolaire des Caporniers, rénovation énergétique et extension du groupe scolaire. Le calendrier prévisionnel des réalisations, donc le début des travaux pour février 2025 et la fin programmée en juin 2026. Alors le plan de financement est joint, donc pour les dépenses, la maîtrise d'œuvre c'est 129 885 €, les prestations intellectuelles 8 164 €, l'ensemble des travaux 1 111 426 €. Un total des dépenses de 1 249 475 €. Pour les recettes, nos partenaires financiers, donc Cap Atlantique, 175 416 € ont été sollicités. Oui. On a rajouté le concours 2024, alors sur les documents, vous avez que le concours. Ah oui. Ah oui, oui, moi j'ai le bon montant. Là. Oui, pardon. Oui, oui. Ah oui, vous n'avez peut-être pas le bon montant. Vous. Non, c'est ça. Oui, c'est 175 416 €. Parce qu'on a effectivement rajouté 2024. Au titre du fonds vert, la rénovation énergétique du bâtiment, 245 000 €. Pour la DETR, 245 000 € et la part d'autofinancement, 584 059 €, soit un total d'1 249 475 €. Donc il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux dispositions de l'article L5211-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, d'autoriser Madame la maire à solliciter les fonds de concours 2025 de Cap Atlantique, La Baule, Garande-Aglo, selon les modalités présentées ci-dessus, autoriser Madame la maire à signer tout document y afférent et toute formalité consécutive à cette délibération. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Non. Bon, nous allons délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Eh bien, Philippe, tu vas continuer. Travaux d'agrandissement et de rénovation énergétique de l'école des Caporniers. Demande de subvention, toujours. Oui, alors c'est à peu près la même que la précédente, mais ce coup-ci, c'est pour la DETR. Donc le coût prévisionnel du projet d'agrandissement et de rénovation de l'école des Caporniers est estimé sur la base d'un avant-projet définitif de 1 249 475 €, soit 1 490, c'était hors taxe, pardon, soit 1 499 370 € TTC. Ce projet est susceptible de bénéficier d'une subvention d'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux ou de la dotation de soutien à l'investissement local et du fonds vert, rénovation énergétique des bâtiments publics locaux. Donc le plan de financement, la DETR décile 245 000 € qui vont être sollicités. Au titre du fonds vert pour la rénovation énergétique, 245 000 également. Et pour les fonds de concours généraux, donc on l'a dit, 175 416 €. Donc il y aura un emprunt de 584 059 pour un total de 1 249 475 €. Donc l'échéancier est le suivant. Donc date de lancement de l'appel d'offres, c'est décembre 2024. La date prévisionnelle du démarrage de l'opération, mars 2025. La date prévisionnelle de fin de l'opération, c'est septembre 2026. Il est donc demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver la réalisation du projet présenté, estimé à 1 249 475 €, approuver le plan de financement exposé et autoriser Madame la maire à solliciter une subvention d'État au titre de la DETR et de la DSIL, du fonds vert et des subventions auprès des cofinanceurs mentionnés dans le plan de financement. Des questions? Des observations? On va délibérer. Qui est contre?
Qui s'abstient? Adopté. Et on continue sur les finances et les demandes de subvention avec la renaturation de la place Vigneboule. Le coût prévisionnel du projet de renaturation de la place Vigneboule est estimé à 1 419 158 € et 15 centimes, soit 1 702 989 € et 78 centimes. Ce projet est susceptible de bénéficier d'une subvention d'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, de la dotation de soutien à l'investissement local et du fonds vert renaturation des villes et des villages. Donc le plan de financement et les demandes de subvention. Donc pour la décile, 245 000 €. Au titre du fonds vert, 350 000 €. Les fonds de concours 2019, 2022 et 2023, puisqu'on cumulera les trois, c'est 224 613 €. Et enfin, un emprunt de 599 545,15 € pour compléter le financement. Donc soit un total de 1 419 158 € et 15 centimes. Donc l'échéancier, donc la date de lancement de l'appel d'offres, c'est décembre 2024. Le démarrage de l'opération, janvier 2025. Et la date prévisionnelle de la fin de l'opération, décembre 2025. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver la réalisation du projet présenté estimé à 1 419 158 € 15 centimes, d'approuver le plan de financement exposé, autoriser la maire à solliciter la subvention d'État au titre de la DETR ou de la DECIL et du fonds vert renaturation des villes et villages et des subventions auprès des cofinanceurs mentionnés dans le plan de financement. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Alors c'est vrai qu'on demande beaucoup de subventions là aujourd'hui, mais c'est parce qu'effectivement tous les projets partent en même temps, mais sur un mandat c'est plutôt normal de demander d'avoir autant de projets qui se lancent, c'est juste qu'on les lance maintenant. On va continuer avec toi Philippe, là sur le marché de restauration scolaire et multi-accueil. On n'a pas délibéré. Pardon, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, excusez-moi. Donc, marché de restauration scolaire et multi-accueil, autorisation de signature des marchés. Pour toi encore, Philippe. La commune a lancé le 12 novembre dernier un appel à candidature pour un marché de prestations de services de fabrication, livraison en liaison froide, distribution et services en salle pour le restaurant municipal, les accueils de loisirs et pour le multi-accueil de la commune. Ce marché a été décomposé en 2 lots. Le lot 1, fabrication, livraison et distribution de repas pour le restaurant scolaire municipal. Et le lot 2, fabrication, livraison de repas pour le multi-accueil du pôle enfance-jeunesse. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 19 décembre 2024 et s'est fait présenter par le groupement des agriculteurs biologiques 44 l'analyse des offres. Une candidature a été remise pour chaque lot. Donc le lot 1, c'est l'entreprise Restoria a remis une offre sur la base calculée sur une moyenne de 15 000 repas pour le restaurant scolaire municipal. Donc avec une part fixe de 46 562 € pour l'ensemble de la prestation. Une part variable, c'est sur les denrées alimentaires, à 49 050 et 2 centimes, soit un total de 95 612 € et 2 centimes. Le lot numéro 2, c'est ensemble pour le multi-accueil. Il y avait une offre de base avec 20% de produits bio, c'est ce que nous impose la loi Egalim. Les repas, 10 864 € et 92 centimes. Et les goûters, 1 585 € et 50 centimes. Donc c'est l'offre de base qui a été retenue. Donc il y avait éventuellement une variante, mais elle n'a pas été retenue. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer le marché à intervenir avec l'entreprise Restoria, autoriser Madame la maire à signer le marché à intervenir avec l'entreprise Ensemble pour l'offre de base d'un montant estimatif de 10 864,92 € pour les repas et 1 585,50 € pour les goûters.
Est-ce que vous avez des questions, des observations? De toute façon, il n'y avait qu'un candidat pour la restauration scolaire et un candidat pour le multi-accueil. Donc c'était assez évident que après on ira voir les enfants pour savoir si ça leur convient, n'est-ce pas? On va passer au sujet numéro 7. On vote, mais décidément, je veux juste, j'ai pas envie de... Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 7, École des Caporniers, autorisation de signature des marchés de travaux des lots 3 et 11. Et c'est encore Philippe. Décidément, tous les conseils, c'était soirée. La commune a lancé le 7 novembre dernier un appel à candidature pour les travaux de rénovation du groupe scolaire des Caporniers. La date de remise des offres a été fixée au 6 décembre 2024. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 19 décembre et s'est fait présenter l'analyse réalisée par le maître d'œuvre. Le conseil municipal, en séance du 6 janvier, a autorisé Madame la maire à signer les lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 et a autorisé Madame la maire à lancer une procédure sans publicité ni mise en concurrence pour les lots 3 et 11 qui étaient déclarés infructueux. Une offre a été remise pour chaque lot. Donc pour le lot 3, couverture, l'entreprise Maguero pour un montant hors taxe de 53 871,30 € et le lot 11, chauffage, ventilation, plomberie, entreprise Lérol Génie Climatique pour un montant hors taxe de 171 231,52 €. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer les marchés à intervenir et tout document afférent avec les entreprises. Donc pour le lot 3, couverture, entreprise Maguero pour un montant de 58 871,30 €. Le lot 11, chauffage, ventilation, plomberie pour Lérol Génie Climatique pour un montant de 171 231,52 €. Des questions, des observations? On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et là, on va te laisser un peu tranquille, Philippe, et on va passer la parole à Rodolphe pour la délégation ponctuelle du droit de préemption à l'établissement public foncier de Loire-Atlantique. Bien, un petit préambule sur la genèse de l'EPF. Donc, l'établissement public foncier de Loire-Atlantique est un établissement public foncier local, établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC. Il a été créé en 2012 à l'initiative de collectivités locales du département de Loire-Atlantique et auquel Cap Atlantique a adhéré par une délibération en date du 23 février 2012. Dans ce cadre, cet établissement est habilité sur son périmètre de compétences à procéder pour le compte des collectivités territoriales à toute acquisition foncière, opération immobilière, études et travaux de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme. L'accent est mis sur le renouvellement urbain et la reconversion des friches dans les domaines du logement, notamment social, du développement économique, de la prévention des risques et par subsidiarité de la protection des espaces agricoles et naturels, actions pour lesquelles l'EPF peut apporter son soutien technique et ou financier. La collectivité souhaite pouvoir solliciter l'EPF pour engager une politique foncière visant à faciliter la réalisation d'un projet répondant à des critères de développement durable et de mixité sociale. Générationnel, ainsi de suite, sur les parcelles AV 238 et AV 239. Pour ce faire, il convient de déléguer le droit de préemption à l'établissement public foncier de Loire-Atlantique sur les dites parcelles. Le projet porte sur le développement de 8 à 10 logements en bail réel solidaire sur un foncier d'environ 2520 m², avenue du Général de Gaulle. Il est proposé d'approuver le principe d'une préemption, de décider de solliciter l'intervention de l'établissement public foncier de Loire-Atlantique, d'autoriser Madame la maire à déléguer le droit de préemption urbain à l'EPF et de décider que la convention d'action foncière devra être approuvée lors d'un prochain conseil municipal avant la signature de l'acte notarié par l'EPF de Loire-Atlantique. Il s'agit en fait de faire de la réserve foncière sur des terrains qui sont effectivement
qui était en vente. Du coup, on a un petit doute, ça a peut-être été retiré de la vente. Donc là, on n'a plus trop la main, mais on anticipe la préemption par l'établissement public foncier des terrains qui sont sur la route de Port-au-Loup, à côté de Port-Kenneth, qu'on aimerait voir devenir effectivement des logements à vocation sociale et intergénérationnelle et principale. Donc l'idée, c'est de voter maintenant. Et quand l'ADIA arrivera vraiment, puisque là, il y a eu un retour pour le moment, et c'est les bruits qui courent, mais peut-être que l'ADIA va revenir, on aura déjà acté ça et on pourra signer, donner à l'EPF la préemption. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Donc, on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Retour à toi, Philippe, pour des ressources humaines, création d'emplois non permanents. Dans le cadre du bon fonctionnement de l'accueil de loisirs, il convient de renforcer l'équipe d'animation par la création d'un emploi non permanent à temps complet sur la période des vacances scolaires dites d'hiver, à savoir du 10 février au 23 février 2025. En fonction des besoins du service, l'agent pourra réaliser des heures supplémentaires, notamment pour assurer une continuité du service public. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel conformément à l'article L332-23, premier degré du Code général de la fonction publique, qui autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie C. Sa rémunération sera déterminée en référence à l'échelle indiciaire des emplois en catégorie C1, en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent, ainsi que son expérience. Considérant qu'il est nécessaire de renforcer les effectifs dans le cadre de l'organisation du service des accueils de loisirs sur les vacances dites d'hiver, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de créer l'emploi non permanent pour accroissement saisonnier d'activité d'adjoint d'animation à temps complet de catégorie C1 pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité du service des accueils de loisirs sur la période du 10 février au 23 février 2025. Autoriser Madame la maire à recruter un agent contractuel sur le fondement de l'article L. 332-23, premier degré du Code général de la fonction publique et à signer le contrat afférent. Préciser que la rémunération sera fixée en référence à l'échelle indiciaire C1. Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal. Dire que Madame la maire est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Toujours sur les ressources humaines, c'est l'approbation du document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. À toi, Philippe. Les communes et les établissements publics ont obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de leurs agents. En vertu du décret numéro 2001-1016 du 5 novembre 2001, ils doivent procéder à une évaluation des risques professionnels auxquels les agents sont susceptibles d'être exposés et définir les actions de prévention visant à leur garantir un niveau optimal de protection de la sécurité et de la santé. Le résultat de cette évaluation doit être transcrit dans un document unique. Le document unique est un outil de communication et de management des risques dans les collectivités et est au cœur de toute démarche de prévention et des risques professionnels. Ce document doit être mis à jour une fois par an en fonction des nouveaux risques identifiés ou lors d'une réorganisation opérationnelle ou fonctionnelle. Il reste à l'entière responsabilité de l'autorité territoriale qui doit donc veiller à ces prescriptions. En 2024, la commune a travaillé à l'actualisation globale du document unique d'évaluation des risques professionnels pour l'ensemble des services. Donc il est
vu l'avis du comité social territorial, c'est important de le souligner, en date du 28 novembre 2024, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'action qui en découle. Est-ce que vous avez des questions, des observations? On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, toujours Philippe. Donc là, c'est la présentation du rapport social unique 2023, qui est un document très intéressant pour le fonctionnement de la commune. Oui. Depuis le 1er janvier 2021, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent élaborer annuellement un rapport social unique, autrement appelé le RSU, réunissant l'ensemble des données relatives à leurs ressources humaines. Il présente un état des lieux de la commune de Piriac-sur-Mer en tant qu'employeur. Le RSU est établi tous les ans et doit être présenté au comité social territorial. Le RSU rassemble des éléments et des données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Outil de dialogue social, le RSU constitue ainsi un dispositif d'aide à la décision et au pilotage des ressources humaines de la commune. Le suivi des indicateurs tels que les effectifs, la formation, la santé et la sécurité au travail, ou encore l'action sociale et la protection sociale, s'inscrit dans une démarche globale des ressources humaines. Ce rapport a été réalisé en 2024 à partir des données au 31 décembre 2023. Vu le Code général de la fonction publique, vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 5, vu le décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales fixant les conditions et les modalités de la mise en œuvre du RSU, vu l'avis du comité social territorial émis lors de sa réunion du 28 novembre 2024, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de prendre acte de la présentation de la synthèse du rapport social unique 2023, si annexé. Donc on prend juste acte, mais on peut échanger si vous avez des questions sur ce RSU. Bon. Toujours Philippe, tant que tu as la parole. Maintien des forces de sécurité sur les territoires littoraux en saison estivale. Les territoires littoraux sont au cœur de l'attractivité touristique de la France, accueillant chaque année des millions de visiteurs durant la période estivale. Cette affluence exceptionnelle se traduit par une forte augmentation de la population sur ces territoires, jusqu'à quintupler dans certaines stations balnéaires. Face à ces réalités, le renforcement des forces de sécurité, pelotons de CRS et de gendarmerie mobile, est indispensable pour garantir la tranquillité publique, la sécurité des habitants et des touristes et pour prévenir des risques accrus d'incidents. Cependant, ces dernières années, les moyens alloués à la sécurité estivale sur les littoraux ont connu une diminution préoccupante. L'été 2024 a particulièrement illustré cette situation. La tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris a conduit à une mobilisation massive des forces de sécurité, réduisant drastiquement les renforts habituellement déployés sur les zones littorales. Les élus des collectivités littorales ont accepté en responsabilité et dans un esprit de solidarité nationale cette diminution exceptionnelle des moyens afin de contribuer au succès d'un événement de portée internationale. Cette preuve de leur engagement pour l'intérêt général démontre leur capacité à assumer les efforts nécessaires dans des situations d'exception. Cependant, cette réduction ne peut devenir la norme. Les collectivités littorales doivent pouvoir compter sur l'État pour assurer un retour à des effectifs de sécurité adaptés dès l'été prochain. Il est impératif que des garanties soient apportées concernant le rétablissement des effectifs de CRS et de gendarmes mobiles au niveau des saisons précédentes. Une anticipation et une planification accrue des renforts pour répondre aux besoins spécifiques des territoires littoraux en tenant compte de l'augmentation prévisible de l'affluence touristique.
En adoptant cette motion, Piriac-sur-Mer appelle l'État à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de nos territoires littoraux et à reconnaître leur rôle essentiel dans l'économie et l'image de notre pays. Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'appeler le gouvernement à garantir la présence renforcée des forces de sécurité sur les territoires littoraux dès l'été 2025. Transmettre la présente motion à l'Association nationale des élus du littoral, l'ANEL, et aux préfets concernés afin d'appuyer cette demande auprès des autorités nationales. J'étais ce matin, moi, avec la gendarmerie, j'étais avec le commandant Sautier de Saint-Nazaire, de la brigade de Saint-Nazaire et la lieutenante Ramis, qui m'ont expliqué que, effectivement, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est les budgets réduits, même si notre président de la République avait insisté lourdement pour que se déploient sur tout le territoire, et notamment le territoire littoral, des gendarmeries mobiles. Une est prévue à la Turballe. Là, tant qu'on n'a pas de budget, c'est un peu mis de côté, et l'inquiétude qu'a l'ANEL, et c'est pour ça qu'on les soutient, c'est que cette gendarmerie mobile ne vienne pas. Donc le commandant Sautier m'a rassuré que eux fera aussi tout ce qu'il faut pour qu'ils arrivent à la Turballe. Ils aimeraient qu'ils arrivent l'été prochain. Là, nous, on n'a pas été trop concernés par le manque de gendarmes, puisque l'été dernier, on a eu un tout petit peu moins d'effectifs. Par contre, on a eu des gendarmes aguerris et formés, puisque c'est les gendarmeries d'Ancenis, de Pontchâteau, de Savenay, qui sont venus nous renforcer, et non pas des réservistes et des jeunes gendarmes moins formés. Donc on n'a pas trop vu du coup cette baisse d'effectifs due aux Jeux Olympiques. Donc là, cette motion, c'est plutôt une motion solidaire pour toute la zone littorale française. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des observations sur cette motion ? Oui, j'ai une observation à faire sur ce point-là, parce que le point de vue de la sécurité, la mobilisation des forces de gendarmerie sur nos territoires l'été, c'est un point important. Mais l'ANEL qui œuvre dans ce sens, on peut que se joindre à l'action. Est-ce qu'il ne serait pas bien que l'ANEL fasse la même chose en termes de carte médicale ? Parce qu'on est rendu à un moment, enfin, le désengagement de l'État pendant l'été que vous avez signalé, il est toute l'année en matière de carte médicale. Aujourd'hui, un Piriaquais qui envisage qui a le malheur de se luxer une épaule, il lui faut presque 6 mois pour avoir un rendez-vous pour prendre une échographie. Stéphane qui est là peut en parler, mais je pense plus particulièrement à quelqu'un d'autre. Certains Piriaquais m'ont rapporté avoir passé 3 nuits dans le couloir des urgences à dormir sur un lit parce qu'il n'y avait plus de place. Et je pense que tous ici, on sait très bien quelles sont les problématiques qui se posent. Alors les gendarmes l'été, c'est mignon, mais les médecins et les services de médecine qui vont avec l'hiver, ça serait quand même beaucoup mieux. Voilà. L'un n'empêchant pas l'autre, on pourra peut-être un jour faire une motion de censure sur cette difficulté médicale, et on est bien d'accord avec la fermeture cette motion, et on sait la fermeture la potentielle fermeture des soins palliatifs à Guérande, c'est aussi un vrai souci. Donc là, il y a une pétition qui tourne aussi. Je vous invite à la signer. Elle est sur les réseaux sociaux. C'est le maire de Guérande notamment qui l'a partagée. Donc oui, il y a il y a d'autres soucis, il y a d'autres problèmes. Là, c'était pas le sujet, mais donc on va délibérer. Qui est contre cette motion? Qui s'abstient? Adopté. Eh bien, écoutez. Le conseil étant terminé, je vous remercie de votre présence et vous souhaite une très bonne soirée.